Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne balado du réseau douleur, le RQRD. Mon nom est Yulia Toufa et je suis coordonnatrice de recherche au réseau douleur. On poursuit avec une autre thématique que j'aimerais aborder aujourd'hui, une autre population dont on entend peut-être un peu moins souvent parler au Québec, les anciens combattants. Tout récemment, en 2020, il y a eu le lancement du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Dans un communiqué de presse d'Anciens combattants Canada, en annonçant que le centre recevra un financement de 20,1 millions de dollars sur 5 ans pour mener des recherches sur des thérapies innovantes de gestion de la douleur. Le Centre d'excellence exerce maintenant le rôle de chef de file national en recherche conçue en concertation avec les vétérans et leurs familles. Aujourd'hui, j'ai avec nous Dr Major retraité Luc Hébert, physiothérapeute et directeur des partenariats de recherche, ainsi que président du conseil scientifique consultatif au Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Alors, Dr Hébert, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre parcours militaire? Après mon baccalauréat en physiothérapie à l'Université de Montréal, j'ai complété mon entraînement d'officier à Chilliwack en Colombie-Britannique. C'est à l'époque un cours de 13 semaines et ça, c'était comme la phase 1. Et pour les officiers qui étaient associés au groupe des services de santé, on avait aussi une deuxième phase qui se faisait à l'époque à Borden, en Ontario, là, qui visait à nous renseigner sur la façon dont les soins de santé étaient donnés et surtout de la façon dont l'organisation hiérarchique militaire fonctionnait à l'intérieur du cadre des services de santé. Alors, une fois que j'ai eu terminé ces cours-là, bien évidemment, comme tous les militaires à l'époque, j'ai été muté à plusieurs endroits au Canada. J'ai travaillé également au Collège militaire royal de Saint-Jean. J'ai été déployé aussi en Allemagne, plus tardivement en Europe pour travailler avec les collègues de l'OTAN, des gens du Royaume-Uni principalement. Aussi avec nos amis américains parce que quand on a eu un mandat opérationnel, les physiothérapeutes, comme j'étais directeur national de l'entraînement en physiothérapie, il a fallu que je mette sur pied les exigences minimales d'entraînement pour déployer nos physiothérapeutes. Et comme on était exposé à des nouvelles blessures, on parlait de blessés sévères et très sévères, donc des personnes brûlées, des personnes amputées, des traumatisés crâniens, des gens qu'il fallait prendre en charge dès leur arrivée aux soins intensifs, bien, il a fallu entraîner nos physiothérapeutes, aller leur donner de nouvelles connaissances et des nouvelles habiletés cliniques. Et comme nos collègues de l'OTAN avaient déjà des formations avancées à ce niveau-là, ben, on a développé des partenariats avec eux pour que nos militaires, dont je faisais partie, on puisse aller s'entraîner avec eux, soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, entre autres, pour être bien préparés en vue des déploiements qui nous attendaient. Donc, j'ai terminé ma carrière, évidemment, avec un volet recherche, en étant chercheur au sein de la Défense et en mettant sur pied là, tous les standards de soins et de pratique et aussi un programme de recherche en réadaptation qui nous a permis, je pense, de développer une pratique assez rigoureuse et, je vous dirais, très ciblée sur les besoins des militaires en service actif. Donc, vous êtes vraiment un expert dans les soins de santé en douleur et en physiothérapie pour les militaires. Qu'est-ce qui rend les vétérans une population moins bien connue des chercheurs lorsqu'on parle de gestion de la douleur? C'est sûr que c'est un peu variable d'une province à l'autre, mais c'est une population, la population des vétérans canadiens, qui est méconnue au Québec. On a actuellement à peu près 600 000 vétérans au Canada et il y en a à peu près 69-70% qui résident en Ontario et au Québec. Donc, il y a une masse critique de vétérans au Québec, mais elle est méconnue, puis c'est souvent malheureusement associé à des événements négatifs. L'image aussi d'un vétéran au Québec, c'est des fois un peu la personne âgée en fauteuil roulant avec une poitrine pleine de médailles qui assiste une fois par année à la parade du 11 novembre. Mais un vétéran au Québec en 2023, ça peut être effectivement quelqu'un avec beaucoup de médailles parce que les militaires ont été beaucoup déployés dans les dernières années. Mais ça peut être un jeune homme de moins de 40 ans, de 30 ans, qui a été déployé en mission de combat plusieurs fois, qui a développé de la douleur chronique, des problèmes de santé mentale
et qui est toujours une personne active sur le marché du travail, puis malgré ses déficiences, essaie de demeurer actif au sein de la société. Et ces gens-là passent souvent inaperçus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, en fait, pour faire connaître ce que sont les vétérans canadiens au Québec, puis de montrer qu'ils ont joué un rôle important dans le développement de notre société. En quoi la gestion de la douleur des vétérans diffère de la gestion de la douleur de la population générale? Oui, ça aussi, c'est une bonne question parce qu'en fait, les vétérans, il faut comprendre que ce sont d'anciens militaires qui ont été en service actif au sein des Forces armées canadiennes. Ils ont souvent été entraînés pour accepter de travailler dans des conditions difficiles, pour ne pas dire extrêmes, tant sur le plan physique que psychologique. Ils ont été exposés à des événements traumatisants en mission de combat et parfois aussi en mission de paix. Et ils ont toujours fait passer la mission avant leur santé. Et ça, c'est une caractéristique qu'il faut reconnaître des militaires. Et d'ailleurs, la prévalence de la douleur chronique chez les vétérans, c'est nettement plus élevé que dans la population générale. C'est 2 fois plus élevé en moyenne. Il y a 2 autres éléments aussi à considérer dans la gestion de la douleur qui est un peu unique chez les vétérans. C'est qu'elle est souvent associée à des problèmes de santé mentale. Et donc, cette composante-là doit être prise en charge aussi. Et l'autre élément, c'est leur culture militaire. La culture militaire fait en sorte que le vétéran ne s'abandonne pas facilement au premier clinicien venu pour le traiter. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. Alors, ça aussi, c'est important de comprendre ça quand on est clinicien parce que je pense entre autres aux gens qui travaillent à l'hôpital de Sainte-Anne, qui est le seul hôpital restant officiellement pour les vétérans au Canada. Les cliniciens qui sont là ont développé ce lien de confiance-là parce qu'ils travaillent dans un établissement qui est reconnu par les militaires. Alors donc, il faut qu'il y ait une approche particulière avant de penser prendre en charge ces gens-là. Il faut qu'il y ait un lien de confiance d'établi, ça c'est clair. Quelles seraient selon vous les priorités de recherche pour la gestion de la douleur pour les vétérans au Québec? J'aurais le goût de dire tout d'abord de bien identifier leurs besoins en termes de services et de soins. C'est pas nécessairement bien connu ça. Aussi de mieux comprendre les facteurs de risque de la chronicité, mais dans un contexte très holistique, c'est-à-dire une approche qui s'occupe de la santé mentale et physique en même temps, et donc avoir une approche en recherche qui tient compte des 2 volets simultanément. Pour un centre comme le Centre d'excellence, par exemple, sur la douleur chronique des vétérans canadiens, de développer des partenariats avec le Réseau québécois de recherche en douleur, c'est un bon exemple, à mon avis, comme priorité de recherche. Je pense qu'il faut travailler ensemble, il faut ensemble mobiliser une masse critique de chercheurs et d'étudiants gradués pour justement développer une recherche qui va être axée sur les vétérans et leurs familles. Parce que vous savez que pour nous, un vétéran, c'est pas un vétéran seul, c'est un vétéran et sa famille. Ça, c'est essentiel. On attache autant d'importance au traitement et à la prise en charge de nos vétérans et de leurs familles, ça va ensemble. Donc, je pense que oui, ça, c'est une priorité, c'est-à-dire d'établir des partenariats stratégiques qui font en sorte que ça va être gagnant autant pour les gens du Réseau québécois que pour les gens du Centre d'excellence. Merci. Il y a aussi une étude de Natasha Kitulegoda et ses collègues publiée en 2021 qui ont mené une analyse qualitative auprès des vétérans canadiens vivant avec une douleur chronique en provenance de 5 provinces au Canada. Ils ont pu identifier 8 priorités de recherche, quelques-unes étant l'amélioration du traitement de la douleur et des soins post-opératoires dans l'armée, assurer la continuité des soins lors de la transition vers la vie civile, garantir l'accès aux fournisseurs de soins primaires à l'extérieur de l'armée et enrichir les connaissances de la gestion de la douleur des vétérans chez les cliniciens civils. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site du Centre d'excellence vétérandouleurschroniques.ca. Dr Hébert, quels besoins identifiez-vous au Québec pour améliorer l'accès aux soins pour la gestion de la douleur des anciens combattants? Oui, ça, c'est un peu, je vous dirais, un élément qui est au cœur d'un partenariat qu'on espère signer bientôt avec le Réseau québécois sur la douleur. Je pense qu'il faut clairement identifier le profil démographique des vétérans au Québec. C'est pas clair, ça, parce que c'est pas simple. Et comme je l'ai dit, il faut identifier leurs besoins en termes de services et de soins de santé. Puis une fois qu'on aura bien établi ça, en fonction de cette information-là, notre autre défi, en fait, ça va être de développer des points de service en santé à différents endroits de la province, parce que le Québec, c'est une grande province, on s'entend, pour justement permettre de répondre à ces besoins-là en temps opportun. Puis tout ça, ça peut se faire en engageant plutôt dans un effort commun les chercheurs, les cliniciens, les vétérans et leurs familles. Quel encadrement offre-t-on aux vétérans lorsqu'ils quittent le service en raison d'un accident de travail, par exemple?
Oui, ça aussi, c'est bien méconnu, puis c'est tout un défi parce que peu importe que les militaires quittent les Forces armées canadiennes pour des raisons médicales ou pas, comme vous venez de le mentionner, un accident de travail, ou peu importe si c'est pas un accident de travail ou une raison médicale, pour la grande majorité, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. En fait, parce que les soins médicaux étant sous juridiction provinciale, bien forcément, quand ils sont dans les Forces armées canadiennes, ils ont un encadrement qui vient du fédéral, qui vient du ministère de la Défense nationale, et tout est organisé justement pour leur fournir les soins dont ils ont besoin. Mais lorsqu'ils deviennent vétérans, au premier jour, à la première minute, ben leurs soins sont assurés par la province. Et il n'y a pas de clinique pour les vétérans à tous les coins de rue. Évidemment, pour certains, ils peuvent rencontrer ce qu'on appelle un gestionnaire de cas, qui est mandaté par le ministère des Anciens combattants, qui pourra évaluer leurs besoins et les référer à un point de service dans une clinique qui est reconnue par le ministère des Anciens combattants. Mais pour les autres, comme je le disais, puisque les soins de santé sont sous la juridiction des provinces, ben, ça pose un certain défi de supporter financièrement les soins à ces personnes-là à partir d'un budget fédéral et surtout en priorité, parce qu'on le sait, il y a des listes d'attente partout et c'est pas parce qu'on est un vétéran qu'on va passer nécessairement devant les autres, puis c'est correct. Sauf que ces gens-là, je pense, ont offert des services uniques à la population et ce serait juste un juste retour du balancier que de leur donner des services en fonction des blessures qu'ils ont subies alors qu'ils ont rempli un mandat qui est extrêmement important pour la population canadienne et québécoise, là, en fait. Merci beaucoup et peut-être une dernière question pour finir sur une note positive. Quel serait un monde idéal selon vous pour les vétérans au Québec? Ouais, j'aurais le goût de résumer ça en quelques mots. Je vous dirais que cette population-là soit mieux connue et reconnue. Alors, je pense que juste ça, ce serait déjà un gros pas en avant. Et si on arrivait à faire comme ça se fait dans d'autres pays ou peut-être évidemment, j'hésite toujours à nous comparer avec les États-Unis. Mais c'est pas du tout la même perception qu'ont la majorité des Américains pour leurs vétérans, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Mais je pense que ce serait pour eux, pour les vétérans, qu'ils soient mieux connus et reconnus. Je pense que ce serait déjà un grand pas en avant. Le monde idéal, ce serait pour eux d'être capables d'avoir des services en fonction des déficiences qu'ils ont développées qui sont liées à leur état de service dans les forces. Je pense que ce serait aussi une façon de... Ce serait une partie du monde idéal, je pense, pour les vétérans. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. J'espère que ça va contribuer à faire un pas en avant pour faire justement connaître et reconnaître les anciens combattants au Québec. Bien, merci beaucoup pour l'opportunité, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!